retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec notre invité ce soir exceptionnel, Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. On va évoquer avec vous votre programme, vos propositions, l'actualité politique aussi, l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, mais peut-être un mot de l'actualité de ce soir, ce préavis de grève qui a été levé pour la SNCF, trafic normal samedi, dimanche, perturbé demain. Est-ce que vous compreniez les revendications des cheminots ? Est-ce que vous les compreniez à l'heure où l'État avait repris 35 milliards d'euros de dette ? Est-ce qu'elles étaient légitimes à vos yeux ou est-ce qu'elles tombaient mal en cette période de fête de fin d'année ? On peut qu'être heureux que le préavis de grève ait été levé et que les Françaises et les Français vont pouvoir partir en vacances, en famille. C'est un moment important. On est quand même dans une société qui est terriblement fatiguée de cette pandémie, fatiguée de ce que ça signifie. Et donc, les vacances vont être importantes. Donc, tant mieux de ce point de vue-là. Après, il faut voir à quel point, finalement, l'État, y compris à travers le plan de relance, fait très peu sur la SNCF. Vous savez, moi j'habite en Picardie, j'habite dans l'Aisne. Ça doit faire 7-8 ans que tous les week-ends, quand je veux aller dans ma Picardie, le train il met 2 fois plus de temps parce qu'il y a la restauration des voies ferrées. Et que ces voies ferrées n'ont pas été entretenues pendant 20 ans. On a besoin de plus de trains du quotidien pour les Françaises et les Français. Vous savez combien, ce qu'on appelle des petites gares, ont été fermées alors qu'elles sont nécessaires. Mais là, les revendications, c'était sur les salaires. Hein. Oui, mais on a besoin de trains de nuit. Tant mieux, notamment avec ma collègue Karima Delli, qui préside la commission des transports du Parlement européen. On remet des trains de nuit. Et on a incroyablement besoin de mettre les marchandises sur les trains. Et donc, alors que tout le monde voit bien la nécessité absolue d'avoir plus de trains du quotidien, plus de trains pour les marchandises, plus de trains de nuit, il n'y a pas d'investissement de l'État. Dans le réseau, donc dans le réseau. Dans le réseau, dans les trains. Et donc, en fait, OK, on reprend la dette. Mais au fond, c'est comme la dette des hôpitaux. Qui pense que la SNCF va faire faillite ? C'est une dette publique qui était mise à la SNCF et qui est reprise par l'État. Tout ça, ce sont des jeux d'écriture. Oui, mais quand c'est à la SNCF, c'est déjà contribuable. Ce que je veux dire, c'est que on va fermer les hôpitaux, on va fermer les CHU, on va fermer les hôpitaux publics parce qu'ils sont endettés, parce que ils sont au bord du gouffre. Les personnels soignants, les équipements, et d'un seul coup, on mettrait les hôpitaux en faillite. Les hôpitaux, comme la SNCF, ça fait partie de notre patrimoine collectif, c'est une nécessité absolue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux dépenses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être rigoureux du point de vue comptable, mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'investissement et pas d'austérité, comme c'est pratiqué à la SNCF aujourd'hui. Et sur les revendications salariales portées par les cheminots, prime Covid, vous les entendiez, ces revendications ? Bien sûr, mais on a 5 millions de Françaises et de Français qui ont fait tenir la société pendant toute la pandémie. Ça va depuis la caissière, les aides à domicile, les livreurs, les services publics qui ont tenu pendant cette période-là. Les policiers, donc ? Les policiers, les éboueurs, tous ces services publics et ces secteurs qui sont des secteurs essentiels. Vous savez, on a appelé ces personnes les invisibles de la société. Et j'ai entendu le président de la République hier les remercier. Mais pourquoi le gouvernement n'impose pas des négociations dans tous ces secteurs ? Parce qu'en fait, ce sont souvent des salaires beaucoup plus faibles que le reste de l'économie, des statuts très précaires et des questions de santé au travail qui sont majeures. Eh bien moi, je refuse de renvoyer ces personnes à l'invisibilité et à l'ingratitude sociale. Ils et elles ont fait tenir la société. Vous savez que c'est souvent 80% de métiers féminisés. Eh bien, il faut absolument imposer à ces secteurs des négociations sur les salaires, le statut, la santé au travail. Vous avez dénoncé les salaires des soignants, on est en pleine pandémie. Le problème, c'est que ce n'est même plus une question de salaire, c'est qu'on ne trouve plus de personnel soignant pour faire fonctionner normalement les hôpitaux et les lits. On est au bout du système, il faut le repenser complètement, avec une autre approche. Qu'est-ce que vous proposez ? Bien sûr, on a depuis des années... depuis quasiment Chirac, il y a eu où on a mis en place la tarification à l'acte. Les gouvernements ont voulu faire de l'hôpital une entreprise rentable, où il fallait être de plus en plus productif, où chaque lit devait être occupé à un certain taux, sinon il était fermé, sinon il était supprimé. Et tout ça nous amène avec, comme vous le dites, de plus en plus de lits qui sont fermés
parce qu'il n'y a plus de personnel pour s'en occuper. J'étais il y a quelques jours dans un hôpital à Laon. Je vous reparle encore de mon pays, l'Aisne, ma Picardie. Vous aviez une infirmière, 3 ans de formation. Elle a fait 6 ans en réanimation. Le boulot en réa, c'est lourd, c'est dur. C'est beaucoup de sollicitations les nuits, le week-end. Elle était, et comme elle est contractuelle, elle n'a toujours pas été passée fonctionnaire, elle ne touche pas les primes Ségur. Elle ne touche pas les primes Ségur. Elle n'a pas 1 euro de plus. Elle était, il y a quelques mois, à 1 450 €. 1 450 €. Quand elle fait une nuit de 10 heures, elle touche 10 € en plus. 10 fois 1 € en plus. Comment voulez-vous que ces personnels, à un moment donné, malgré un engagement extraordinaire, ils sont dans ce métier par vocation, par mission. Et en fait, à un moment donné, vie familiale, vie privée sacrifiée, perte de sens de la mission. Et ben à un moment donné, ces gens-là s'en vont. Donc il faut... Et puis vous savez... Le tour de passe-passe, qui n'a pas été assez dénoncé du gouvernement sur les primes Ségur. Parce que ce sont des primes. Hein. Le président de la République, quand il dit hier c'est du salaire, il ment. Ce sont des primes. À la retraite, ça ne marchera pas. Hein. Donc ce sont des primes, et je trouve que le président de la République n'a pas été honnête de ce point de vue-là. Vous savez comment elles sont financées, ces primes ? Elles sont financées à moitié par l'augmentation de la productivité. C'est-à-dire qu'on demande à des gens épuisés, qui font 50, 60, 70 heures semaine, qui font les week-ends. Jamais ils peuvent planifier un week-end avec leur famille, leurs enfants, parce que potentiellement, ça va sauter. Eh bien, la moitié de ces primes sont payées par le fait qu'elles travaillent plus. C'est profondément choquant. Et donc, ce cynisme-là, il faut en sortir. Et donc, il faut 300 € d'augmentation, mais sur les salaires, pour être à la moyenne européenne. Pas pour faire de la démagogie, simplement pour être à la moyenne européenne. Et moi, je reprends le comité, la revendication, la proposition du comité interhospitalier qui dit qu'il va falloir, sur un quinquennat, recruter 100 000 infirmiers. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour annoncer un chiffre qui fait plaisir. Vous savez, même à Necker, quand vous discutez avec les médecins, j'ai discuté avec les médecins de Necker. L'hôpital pour enfants à Paris. C'est l'hôpital pour enfants. Pour l'hôpital public, c'est la Rolls-Royce de l'hôpital pour enfants. Et bien, même en réa, aujourd'hui, ils sont submergés par les bronchiolites. Et bien, alors qu'il faudrait une infirmière pour 2 à 3 enfants, ils font le double. Partout dans notre pays, on impose aux infirmières, aux infirmiers d'avoir 2 fois plus de malades que ne l'exigent les protocoles de sécurité. Eh bien, il va falloir remettre des moyens à l'hôpital, et s'il n'y a que comme ça, qu'on aura un peu d'attractivité et que les personnels resteront et que d'autres reviendront ou viendront à l'hôpital. On n'a pas le choix. Yannick Jadot est l'invité exceptionnel de Punchline. On vous retrouve dans un instant. On évoquera l'allocution, l'intervention du président Macron hier sur TF1. Vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. À tout de suite dans Punchline. On retrouve dans Punchline avec Yannick Jadot. Hier, Emmanuel Macron a pris la parole à la télévision. Écoutez ce qu'il a dit à propos de ces mots qui peuvent avoir blessé les Français. Il y a des mots qui peuvent blesser, et je pense que c'est jamais bon et c'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Et donc j'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Parce que, au moment où je l'ai fait, je n'ai pas mesuré que je blessais. Yannick Jadot, votre réaction ? Écoutez, ce moment de contrition où on le voit à la télé, il se penche, il regarde ses chaussures, beaucoup d'émotions. Bon, ça c'est quand même assez... Ah oui, c'est surjoué, c'est un peu fake. Bon, on sait, depuis tout petit, les comédiens... Mais effectivement, il a blessé. Et là, cette émission, au fond, elle visait, en début de campagne, à purger tous les dossiers négatifs de son quinquennat. Mais la réalité, au-delà de l'expression, c'est que quand, dans son quinquennat, et ça évidemment, ça n'a pas été abordé dans cette émission qui était quand même profondément complaisante, ça ressemblait plus à l'ORTF qu'à 2021 en termes de liberté de la presse. Bon, voilà. Mais quand il met de côté
le plan Borloo, vous vous souvenez? Le plan d'action pour les banlieues, pour notre jeunesse et pour l'ensemble des populations qui vivent en banlieue. Ce sont des centaines, des milliers d'élus, d'acteurs sociaux qui avaient construit ce plan. Donc eux ont été blessés. Il l'a jeté, et c'est là qu'il y a du mépris, parce qu'au fond, l'enjeu, c'était la politique publique qui permettait de résoudre les problèmes. Quand il installe la Convention citoyenne pour le climat, sujet qu'il a totalement évacué, on y reviendra. Oui. Mais il dit, voilà, je monte une convention citoyenne, il y a 150 citoyennes et citoyens qui vont s'approprier la question du climat, me faire des propositions, et je reprendrai ces propositions. On sait qu'il n'a rien repris. Mais ça, c'est du mépris. C'est pas dans l'expression, c'est dans sa politique qu'il y a du mépris. Quand le président... C'est plus grave que les petites phrases, donc que les la petites question, phrases c'est pas blessantes. simplement les petites phrases. Ça, c'est la mousse. La question, c'est la profondeur des politiques publiques qui, au fond, méprisent les Françaises et les Français et méprisent leurs difficultés. Quand le président de la République, sur les retraites et la pénibilité du travail, nous explique qu'évidemment, il veut prendre en compte du plus profond de son âme, du plus profond de son cœur, de son émotion qu'il a découverte à un moment donné, à travers un film, à travers... quand il dit « faut mettre en place la pénibilité du travail », reconnaître la pénibilité du travail, mais c'est Emmanuel Macron, président, qui a supprimé tous les critères très importants de reconnaissance de la pénibilité du travail qui permettaient à des millions de Françaises et de Français de partir plus tôt parce qu'ils avaient porté des charges très lourdes toute leur vie professionnelle, parce qu'ils avaient été exposés à des produits chimiques leur vie professionnelle, parce qu'ils avaient des postures et des gestes répétitifs. Donc, si vous voulez, le problème de cette émission, c'est que, évidemment, on n'est pas allé au fond des choses, mais que c'est quand même, au fond, un exercice de propagande très bien monté, très bien scénarisé, très bien coupé, mais que ça ne répondait pas à la réalité des préoccupations des Françaises et des Français. Vous dites tous à peu près la même chose, les opposants. Emmanuel Macron, propagande électorale, exercice de pression, voilà. Oui. Il n'a pas parlé beaucoup d'écologie, ça ne nous a pas échappé. Rien. Là, au moins, je dois dire que je pense que c'est le seul, en réalité, c'est le seul moment d'honnêteté de cette émission, qui était une émission qui était censée à la fois parler du bilan, on n'a eu que le bilan, et le titre c'était « Où va la France ?» donc était censé parler de perspective. Il y a au moins un sujet sur lequel il a été totalement honnête, parce qu'il n'en a rien à faire du climat, il n'en a rien à faire du vivant, il n'en a pas parlé. Donc là, je dois dire que, vous savez que le bilan, je parlais de la Convention citoyenne sur le climat, on pourrait parler de l'autre initiative qu'il a prise, qui est très bonne pour le climat, c'est d'avoir installé ce qu'on appelle le Haut Conseil pour le climat, donc tous les experts qui disent la vérité sur nos politiques climatiques, qui, encore aujourd'hui, accusent le gouvernement de ne pas en faire assez. Ce sont les tribunaux qui ont condamné l'État français et Emmanuel Macron pour inaction climatique, et là, ils s'en foutent complètement du climat, alors que c'est le plus grand défi de l'humanité, que ça peut être, en vrai, le grand projet qui nous rassemble. Offrir un avenir bienveillant, serein à nos enfants. Pas simplement, au fond, tenter de projeter des mots creux, mais par l'action qui protège notre avenir, par l'action qui protège les paysans, qui protège... Nous, on a vu les dégâts abominables aux États-Unis, des tornades. On voit tous les trucs qui arrivent. Là, il y a quelque chose qui, y compris, permet de protéger le pouvoir d'achat des Français, permet de relocaliser l'économie. Là, on a un projet solide, sérieux, crédible, concret. Et bien de ça, il n'en a pas dit un mot. J'ai qualifié le président, enfin c'était une interview, le président égologique. Il n'a parlé que de lui, mais jamais d'écologie. Ça, c'est une punchline. On se retrouve dans un instant, Yannick Jadot. C'est votre émission, non ? Exactement. On parlera de vos propositions. Vous proposez un impôt sur la fortune climatique. Puis on parlera aussi de ce qui se passe à gauche, cette fameuse primaire dont tout le monde parle. Où est-ce que vous en êtes ? Je vous demande cela dans un instant. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline en direct avec Yannick Jadot. Monsieur Jadot, il y a beaucoup de propositions que vous faites. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir les faire sans passer par une nouvelle primaire ? Vous en avez déjà gagné une au sein de votre parti. Aujourd'hui, vos militants vous demandent
de déclencher un référendum, c'est ça, au sein du pôle Europe Écologie Les Verts pour participer à une autre primaire, la primaire proposée par les citoyens populaires? Écoutez, j'ai vu effectivement cette initiative de quelques dizaines de militants qui veulent faire un référendum. Il y a une primaire. Tous les votes internes, on les a gagnés pour faire cette primaire. Il y a une primaire à 120 000 personnes. Il y a maintenant une candidature écologiste. Alors, si vous voulez, moi j'entends et je comprends et je partage l'envie du rassemblement. Oui, je soutiens le rassemblement. Des progressistes, des humanistes, évidemment, avec les socialistes et beaucoup d'autres. Et vous savez que l'écologie aujourd'hui, ça va au-delà de la gauche. Parce qu'il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, voient bien que la question du climat, de la justice sociale, de la République sont des enjeux essentiels qu'il faut remettre dans notre débat politique, des pulsions de vie quand tant de candidates et de candidats portent des pulsions de mort. Donc, il y a cette envie de rassemblement. Mais on est à 4 mois d'élection présidentielle. Donc c'est trop tard pour vous? Cette histoire de primaire aujourd'hui, il faut quand même que tous ces militantes et ces militants l'entendent. Jean-Luc Mélenchon ne la fera pas. Il est dans son couloir, il est dans sa campagne, et voilà. Bon, donc c'est pour trancher entre les socialistes et les écologistes. Écoutez, il y a un moment donné, on ne fait pas une primaire à 4 mois d'une élection, pas en 4 mois, parce que le temps de l'organiser, ça nous ramènerait à 2 mois de l'élection, simplement pour départager Anne Hidalgo et Yannick Jadot, pour répondre à la volonté d'Anne Hidalgo de trouver une porte de sortie pour les socialistes dans cette campagne électorale. Je l'ai dit, moi j'appelle les socialistes qui ont une histoire incroyable dans ce pays. Le Parti socialiste est un parti de conquête sociale, un parti de conquête démocratique, mais reconnaissons qu'aujourd'hui, ils ont du mal à savoir un peu où ils habitent. Donc moi je les appelle à venir avec leurs idées, leurs propositions, leur histoire, leurs engagements, et qu'on construise cette grande dynamique ensemble. Mais quand le président de la République actuel est dans le déni climatique, il nous faut un président du climat. Quand le président actuel est dans l'injustice et le mépris social, il nous faut un président de la justice sociale. Quand les valeurs de la République sont autant attaquées et si peu défendues par le président de la République, il nous faut un président de la République écologique et sociale. Eh bien, c'est ce à quoi j'aspire. Et c'est autour de cette dynamique écologique, sociale et républicaine que ça peut gagner. Et il faut arrêter. Moi, j'entends, si vous voulez... Mais il y a une pulsion, quoi? Il y a une pulsion suicidaire? Il y a une pulsion suicidaire chez les Verts ou pas? Non, parce que vouloir un référendum, il paraît qu'il faut que vous répondiez avant le 24 décembre. Si vous ne répondez pas, il y aura peut-être un référendum. Mais il n'y aura pas de référendum, vous soyez tranquille. Mais, et surtout qu'en plus, à un moment donné, je l'ai dit, il faut respecter la démocratie. On a fait une primaire qui était une primaire populaire, 120 000 personnes. On a fait quasiment autant de participants que les Républicains. Donc, au fond, ça a marché, notre primaire. Ça m'a désigné comme candidat. Et il ne peut pas... Quand on voit le dérèglement climatique, quand on voit l'effondrement du vivant, quand on voit les enjeux de santé pour nos enfants, on est quand même dans une pandémie on va fêter bientôt, ou je sais pas comment on va dire, on va passer la deuxième année de cette pandémie. Ça vient d'une crise environnementale, ça vient de la déforestation en Asie. À un moment donné, ces sujets-là, on ne peut plus transiger. Donc il faut qu'il y ait une candidature écologiste. Et je le dis, attention à cette déprime de la gauche, y compris un peu cette déprime dans laquelle veut nous entraîner le Parti socialiste. Une sorte de truc, ils voient bien que c'est difficile pour eux. Encore une fois, ils ont une grande histoire, mais le quinquennat Hollande les a quand même beaucoup abîmés. On va pas se raconter d'histoire, ça les a beaucoup abîmés. Et donc, au fond, ils installent une forme de déprime collective, comme si, à 4 mois de l'élection, on n'avait aucune chance de gagner. Mais si, on peut gagner cette élection présidentielle. Arrêtez la déprime, arrêtez de nous tirer vers le bas, arrêtez de dire qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais, que... regardez dans pas mal d'enquêtes d'opinion, c'est quoi les préoccupations des Françaises et des Français? La santé, le pouvoir d'achat, l'emploi, la sécurité, l'environnement. Mais faisons de ces préoccupations, ou répondons à ces préoccupations, et
On peut gagner cette élection présidentielle. On a l'impression qu'il y a des gens qui nous tirent en permanence dans la déprime, dans le noir, dans la désespérance de la gauche, et qui voudraient qu'il y ait en permanence qu'on se parle entre nous et qu'on arrête de parler aux Françaises et les Français. Mais moi, je suis là pour parler aux Françaises et aux Français. Je suis là pour faire des propositions, et ces propositions, elles nous permettent d'écrire une nouvelle page de notre pays, de notre beau pays où il y a des entreprises qui font des trucs incroyables, des chercheurs, des agriculteurs, des associations. Partout sur notre territoire, il y a des choses incroyables. Notre pays n'est pas saisi de suicide collectif. Notre pays n'est pas en déclin. La France, elle est forte. Des entreprises font des choses incroyables. Simplement, aujourd'hui, pour que ça entraîne l'ensemble de la société, il faut que ce soit au cœur des politiques publiques, et c'est ce à quoi je m'engage. Et pas en saupoudrant les mesures par-ci par-là. Vous proposez un ticket à Anne Hidalgo ou pas ? Moi, je veux rassembler tout le monde. Mais bien sûr qu'Anne Hidalgo aura sa place, si elle a envie de le faire. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une aspiration dans notre pays à plus d'enthousiasme, au respect de la vie et à changer la vie. Cette pandémie a redéfini notre relation au travail, a redéfini notre relation au transport contraint. Là, le lieu où on habite. Mais il faut en faire une force. Faut pas revenir à ce qui était avant. Parce que ce qui était avant, il y a des choses très bien dans le passé. Quand il y avait des petites gares, quand il y avait des services publics de proximité, quand la gastronomie était au cœur qu'on protégeait les paysages. Mais juste avant la pandémie, les médecins, les soignants, ils jetaient déjà leur blouse blanche parce qu'ils étaient déjà en burn-out. Vous savez, quand vous rencontrez ces personnels soignants, ce qu'ils vous disent, essayez de faire en sorte que le plan blanc qui est déclenché en France ne supprime pas nos vacances. Parce que les personnels sont dans un tel état qu'on ne se remettra pas. Alors ils seront là, ils se serreront les dents pour faire face à la 5e vague. Mais après, il y aura un tel niveau de décompression que l'hôpital public s'effondrera. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Ça peut impacter l'élection présidentielle, tout simplement, la crise Covid. Est-ce qu'il peut y avoir un problème de meeting, de vote ? Ça l'impacte déjà. Regardez, moi, le meeting que j'ai fait, j'ai pas voulu faire un meeting avec beaucoup de personnes. Et on a imposé très strictement les gestes barrières. J'ai pas vu ça dans les autres meetings. Vous voyez les gens sans masque. Bon, c'est pas responsable, c'est pas sérieux. Parlez du meeting d'Éric Zemmour. Par exemple, bien sûr. Vous voyez les gens qui ne portaient pas de masque. Moi, je trouve que c'est irresponsable du point de vue sanitaire. Donc, ça impacte déjà la campagne. Ce qu'il faut arriver à absolument éviter, c'est qu'on n'ait pas le débat politique sur les propositions. Qu'à un moment donné, l'enjeu de la santé soit tel qu'on n'arrive pas à parler d'autre chose. Et moi, je porte un plan santé. Vous voyez bien, un plan pour l'hôpital public, un plan de prévention des maladies. Mais il ne faut pas que d'un seul coup, on ne puisse pas parler de sauver notre pays, de porter un nouvel enthousiasme, d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Parce que vous voyez bien que cette lassitude, ces angoisses, il y a des candidats qui en font des paniques identitaires, qui vont jusqu'à réécrire l'histoire quand il nous faut écrire notre avenir. Vous proposez un impôt sur la fortune climatique. Qu'est-ce que c'est ? Évidemment, on imagine que ça va toucher les personnes les plus aisées dans la société. Où est-ce que vous le prenez, cet impôt sur la fortune climatique ? Moi, je veux déjà rétablir un impôt sur la fortune. C'est un enjeu majeur de solidarité. Le président de la République et le ministre de l'économie nous ont menti, et le président de la République a menti assez effrontément hier à la télé. Il a dit que la suppression de l'ISF et la baisse de l'impôt sur le capital, on paye moins d'impôts sur le capital dans notre pays que sur le travail. Il a dit que ça avait servi l'investissement. Mais son gouvernement lui-même, ses études lui-même, montrent que ça n'a servi que les dividendes. Que les dividendes. Zéro investissement, rien pour les salariés. Donc il nous faut remettre un impôt sur la fortune parce qu'on en a besoin pour la solidarité. On a besoin que celles et ceux, y compris qui se sont beaucoup enrichis, même dans cette période, mais depuis des années, contribuent. Les plus riches, ils ont la dose de Pfizer ou de Moderna gratuitement, payée par l'impôt public. Il faut qu'ils contribuent justement à l'impôt public. Mais c'est pas simplement ça. C'est aussi les plus riches aujourd'hui, notamment du fait de leur patrimoine financier, placent leur argent dans cette économie qui bousille le climat. Les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, les pesticides. Si
leur patrimoine financier contribue au dérèglement climatique, eh ben, il y aura un malus. Ils paieront plus d'impôts sur la fortune. Il faut intégrer à la fois la solidarité et la question climatique. Ça s'appelle l'ISF climatique. Alors, il y a très peu de pays qui l'ont mis en place, cet impôt. Eh ben, on va le faire. Parce que même l'Allemagne, avec la coalition avec les Verts, elle ne l'a pas au programme. Parce qu'il y a les libéraux dedans qui ont empêché de fiscaliser les plus riches. Vous savez, les libéraux en Allemagne, dans la tradition libérale allemande, c'est les riches ne doivent pas payer d'impôts. C'est ce que nous a dit Emmanuel Macron pendant des années, ce qu'on appelle le ruissellement. C'est-à-dire que plus les riches, si vous voulez traiter de la pauvreté, vous enrichissez les plus riches. C'est contre-intuitif, mais ils ont vendu ça pendant des années. Évidemment, ça ne marche pas, puisque, y compris dans ce quinquennat, les plus pauvres se sont appauvris. Et donc, il va nous falloir faire ça. Mais moi, si vous voulez, je veux que la France soit un leader. Moi, je ne veux pas simplement copier ce qui va bien dans les autres pays. Il y a plein de sources d'inspiration. Vous voulez des taxes tout de suite, vous voulez des taxes. Non, je veux que les plus riches payent leur juste contribution. Ça a été le cas pendant des décennies. Ça nous a permis de construire l'hôpital. Ça nous a permis de construire la Sécu. Ça nous permet d'avoir des enseignants. À un moment, il faut faire un choix. Soit les actionnaires touchent de plus en plus, les plus riches s'enrichissent, il y a de l'évasion fiscale, soit on a des écoles avec des enseignants qui ne sont pas sous-payés par rapport à la moyenne européenne, où nos enfants s'épanouissent, s'accomplissent, s'émancipent. On a un hôpital public qui tient, on a des routes en bon état, on a de la culture qu'on a envie de partager. Et bien ça, à un moment donné, c'est payé par l'impôt. Et aujourd'hui, il est normal que les plus riches, qui ne cessent de s'enrichir, contribuent à la solidarité. C'est pas prédateur. C'est notre système aujourd'hui qui est prédateur sur l'hôpital, comme sur le climat, comme sur la biodiversité. Et donc, il faut remettre un peu de justice sociale. Je veux être un président de la justice sociale. On est avec Yannick Jadot dans Punchline sur Europe 1. Une petite pause, on continuera à parler de vos propositions. On parlera aussi du bien-être animal, puisque c'est au cœur des préoccupations écologiques. À tout de suite dans Punchline. Situation L214 a à nouveau dévoilé aujourd'hui une enquête sur un élevage d'œufs à Pamproux, dans les Deux-Sèvres. Ça s'appelle Pampreuve, avec des conditions absolument abominables pour les volatiles qui sont, je ne sais même pas si on peut dire séquestrés. C'est concentrationnaire. Voilà, c'est absolument terrible. Ça fait des années que tous les gouvernements essayent d'y remédier. On n'y arrive pas. Non, ça fait pas des années que les gouvernements essayent d'y remédier. Puisque vous le gouvernement Macron a essayé ou pas? Non. C'était un de ses engagements. Mais vous vous souvenez que quand passe la loi, ce qu'on appelle la loi Egalim, le gouvernement a rejeté toutes les propositions d'interdiction de l'élevage en cage. Donc, quand nous arriverons au pouvoir, nous interdirons l'élevage en cage. Et on accompagnera pour les emplois? Mais bien sûr. Mais vous savez, on a besoin d'œufs. Les consommateurs, ils veulent des œufs. Y compris, la demande est très très forte pour que ce ne soit pas des élevages en cage. Je pourrais prendre, pardonnez-moi, ça ne se dira pas. Allez-y, un bout de papier. Pour les gens qui nous écoutent. Mais une poule qui pond, sa cage, toute sa vie, c'est une page A4. Vous savez, les pages qu'on met dans les photocopieuses ou dans les imprimantes. Toute sa vie, elle va le passer sur une page de cette taille-là. Et on avait arraché un moment au niveau européen de rajouter l'équivalent d'une carte postale. C'est inacceptable. Parce qu'en fait, cet élevage industriel dont je veux absolument sortir, on ne le voit qu'à travers les vidéos d'L214. Ça n'a rien à voir quand on va à la campagne. On est toujours content de voir des vaches pâturées. Ou voilà, c'est ça la réalité de l'élevage qu'on doit avoir. Ces élevages absolument indignes pour les personnes qui y travaillent, qui sont soumises à des rythmes, à des cadences absolument abominables. Comme évidemment pour les animaux, et ça génère des déjections, ça fait les algues vertes en Bretagne, ça fait toutes les saloperies qu'on voit, il faut y mettre fin. C'est bien pour notre alimentation. On doit manger mieux. Moi, je veux 100% bio pour nos enfants. La loi Egalim, c'est 20% dans les cantines, hein, c'est ça de bio. Oui, mais en fait, on a 10. En 2022. On en est à 10. Vous voyez, il y a des communes qui font des efforts. Hein. Mais bien sûr, les nôtres, les communes écolo. Pas que les, mais même pas que les au-delà. pas Vous avez raison, parce qu'en fait, tout le monde a envie
que les enfants mangent Les bien. parents. Tout le monde a envie que les malades à l'hôpital mangent bien. Tout le monde a envie que les anciens dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, mangent bien. Et donc, moi, j'aurais un plan à la fois sorti de l'élevage industriel. Ça nous permet d'avoir plus d'éleveurs plutôt que des suicides, malheureusement. Ça nous permet de protéger l'environnement, de respecter les animaux et de bien manger. Et donc, d'avoir des prix beaucoup trop chers. Ce sera 100% bio. Moi, je baisserai la TVA sur le bio à 0%. Et nous passerons un contrat avec les agriculteurs pour les aider, les accompagner dans cette transition. Et vous savez, moi, je suis prêt à renégocier l'endettement des agriculteurs. Pendant des années et des années, on leur a dit « bouffe le voisin ». Dès qu'il y a un... Et vous savez, dans les 10 ans qui viennent, la moitié des paysans vont partir à la retraite. Donc le risque, c'est d'avoir des paysans seuls sur des exploitations de plus en plus grandes, avec de plus en plus d'animaux, et donc ce sont des fermes-usines. Eh bien moi, je veux, y compris renégocier l'endettement de ces paysans, parce que un suicide tous les jours ou tous les 2 jours, c'est inacceptable. C'est près de 30 fermes par jour qui disparaissent. 30 fermes par jour qui disparaissent. Vous négociez aussi avec la grande distribution, Yannick Jadot? Mais vous savez, la grande distribution... Parce qu'il y a la question des prix et du pouvoir d'achat. Bien sûr, mais particulièrement sur le bio, la grande distribution se gave. Ils font des marges sur le bio qu'ils ne font pas sur le reste de l'alimentation. Parce que justement, ils veulent réserver le bio aux consommatrices et aux consommateurs qui en ont les moyens. Mais moi, je veux qu'il y ait le bio pour tout le monde. Je veux qu'y compris, c'est un enjeu de santé. Il nous faut lutter contre la malbouffe. Moi, je vais présenter dans les semaines qui viennent un grand plan contre la malbouffe. Parce que c'est un enjeu de santé absolument majeur. Absolument majeur. Vous avez une explosion de l'obésité, vous savez, dans notre pays, et notamment pour les enfants. Vous avez plein de maladies chroniques, beaucoup de maladies chroniques qui sont liées à la malbouffe. Il faut sortir au pays de la gastronomie, on peut sortir de la malbouffe. Il y a aussi un projet de société que vous portez. Le droit de vote à 16 ans, vous êtes favorable. Pourquoi ? Oui, parce que qu'est-ce que ça changerait à l'abstention des jeunes? Est-ce qu'ils iraient plus voter? C'est pas simplement l'idée que nos jeunes aujourd'hui à 16 ans sont souvent adultes, ils ont le poids des responsabilités, c'est comme ça. Vous avez vu chez les jeunes, les 2/3 sont victimes d'éco-anxiété, c'est-à-dire que le dérèglement climatique leur apparaît comme le chaos. Donc c'est pas simplement de dire au fond... ils vont pas voter à 18 ans, on va faire le droit de vote à 16 ans en espérant qu'ils aillent plus voter. Non. Et plus voter vert. L'intérêt, ça c'est sûr. L'avenir, nous sommes l'avenir, donc c'est normal qu'ils votent écolo. Mais l'intérêt du vote à 16 ans, c'est qu'on aura le premier vote au lycée. Et donc moi je veux renforcer l'éducation à la démocratie, l'éducation sur nos institutions. Et avoir le premier vote au lycée, ça va permettre d'avoir des cours d'éducation civique, des cours d'éducation à la démocratie, comment fonctionnent nos institutions. Avant qu'ils soient lâchés dans la nature à 18 ans. Avant qu'ils soient lâchés dans la nature. Et je trouve que ça peut être un magnifique exercice d'éducation, parce que, beaucoup de gens, et parfois nous-mêmes, reconnaissons, on ne sait pas totalement comment à tous les échelons démocratiques ça fonctionne. Avec la complexité territoriale. Maires, mais en fait, la plupart des décisions maintenant se prennent sur les communautés de communes. Les gens votent pour les départements, sur les régions. Avec toutes les réformes qu'il y a eu, ils ne savent plus quelles sont les compétences des départements et des régions. Donc, ça peut être un exercice démocratique passionnant et de rappeler que le vote, c'est essentiel. Vous savez, quand les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, quand il y a eu le référendum sur le Brexit, les jeunes ne sont pas allés voter. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Parce que ce sont les jeunes qui ne peuvent plus accéder au continent tranquillement, à qui on a fermé les portes du monde et de l'Europe. Quand en Pologne, les jeunes ne vont pas voter, maintenant vous avez un gouvernement qui lutte contre les homosexuels, qui veut supprimer le droit à l'avortement partout. Et donc il faut à la fois redire à quel point voter c'est essentiel, mais à nous aussi, je le reconnais, pour les jeunes, de davantage les associer à la construction de nos politiques, davantage les associer. Et moi, j'aurai, dans les listes que nous porterons aux législatives, il y aura un quota jeunes pour justement garantir que les jeunes puissent pleinement participer, pas simplement aux élections, mais à la vie démocratique dans les institutions. Il y a aussi une proposition qui m'a étonné que vous portez. Vous voulez ouvrir un débat sur la GPA, pardon. Je ne veux pas ouvrir un débat sur la GPA. Qu'est-ce que vous voulez ? Une GPA éthique ?
Non, ce que je veux dire, c'est que... La gestation pour autrui, la gestation pour autrui. Clair auprès de nos auditeurs moi, et auditrices. faut être absolument Apporter un enfant clair, pour quelqu'un d'autre. Pour absolument clair. C'est, je suis et je lutterai toujours contre la marchandisation du corps des femmes. Mais ça, c'est un principe absolu. Absolu. Mais vous avez aussi des situations. Parfois, vous avez deux sœurs. Il y en a une qui ne peut pas avoir d'enfant et l'autre est prête à prêter son ventre pour sa sœur. Ça, c'est la version idéale, hein, vous Mais oui, savez mais bien. si ça existe. Il y a la version, on va chercher en Ukraine un bébé et on le ramène. C'est pour ça que je vous dis, ça s'appelle la marchandisation. Ça, c'est louer un ventre. C'est pas prêter un ventre à sa sœur, par exemple, c'est louer un ventre. J'interdirai, et je maintiendrai là-dessus, l'interdiction de toute marchandisation. En revanche, quand j'appelle ça la GPA éthique, c'est quand il y a cette situation d'une sœur qui est prête à enfanter pour sa famille. C'est rarissime, hein. Non mais c'est rarissime, mais est-ce que je l'interdis? Est-ce qu'on l'interdit? Donc c'est que entre sœurs? C'est que entre sœurs ou dans ces situations-là, quand il est prouvé qu'il n'y a pas rémunération. Une mère pour sa fille? Il n'y a pas rémunération. Une mère pour sa fille? Écoutez, j'en sais rien, mais je trouve que... Oui, mais si. Non, mais si, mais c'est pour ça qu'il faut avoir ce débat-là. Mais moi, je veux qu'il y ait un débat. Je ne viens pas avec mes décisions. Sur ces débats-là, c'est toujours très sensible. C'est là que, y compris les conventions citoyennes, ont un sens. Quand les citoyens écoutent tous les experts... L'intelligence collective. Et l'intelligence collective nous permet collectivement, parce que ces débats-là divisent les familles, ça divise les formations politiques, ça se divise entre amis. Et donc, il faut avoir un débat très ouvert, très tranquille, et après on tranche, il y a des comités d'éthique, vous le savez, on a tout organisé dans la société. Moi, je dis simplement que quand il y a une situation, par exemple, familiale, est-ce qu'on l'interdit immédiatement ou est-ce qu'on en débat ? Mais pas de marchandisation, zéro marchandisation, que tout le monde soit tranquille, parce que je me fais attaquer à avoir dit ça sur « mais ça y est, Jadot, il veut marchandiser le corps des femmes ». Non, c'est un principe absolu. Pas de marchandisation. Ce qui est frappant, c'est votre projet de civilisation, qui est à l'opposé d'autres projets qui nous sont présentés par d'autres candidats. Je pense à la droite et parfois à la droite de la droite. Est-ce qu'il y a une dynamique en votre faveur ? Oui. Plus que vous allez voir. Dans la France décliniste et défaitiste. Oui, vous allez voir. Parce qu'en fait, y compris on le lit dans les enquêtes d'opinion, et vous faites aussi des émissions là-dessus. Il y a une France qui n'est pas résignée. Il y a une France qui veut gagner. Moi, mon projet, je l'ai dit, c'est pas le suicide français. Ça, c'est mon best-seller, c'est la victoire de la France. Mon best-seller, c'est la victoire, c'est l'espoir, c'est l'enthousiasme. Vous avez dans des associations, dans les quartiers, dans les fermes, vous avez des gens qui font des trucs incroyables. Mais en fait, la société qui va bien, en vrai, elle n'est pas inventée. La société qui va bien, elle existe déjà. Il y a plein de gens qui font des choses formidables. Des entreprises ou des salariés qui sont tellement contents le matin d'aller bosser. Parce que ça a du sens. Parce qu'ils s'y épanouissent, ils s'y accomplissent, ils sont respectés, reconnus, ils sont correctement payés, ils sont protégés. Bon, il y a plein de choses formidables. Mais je l'ai dit, le plus souvent, c'est un peu en marge des politiques publiques. Moi, je veux que tout ce qui nous fait du bien soit au cœur des politiques publiques. Et quand je dis qu'en fait, chaque euro d'argent public sera conditionné au climat, à la justice sociale, à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, eh bien, c'est d'arrêter de distribuer l'argent à n'importe qui sans regarder. Et le plus souvent, ça va malheureusement à ceux qui ont déjà, qui tiennent le pouvoir économique, politique, culturel, social. Et ça nous emmène dans le même modèle qui nous pose tant de problèmes. Je veux que ceux qui font des choses bien, qui servent l'intérêt général, eh bien, soient récompensés, accompagnés, donc qui bénéficieront des politiques publiques, et ceux qui nous emmènent dans le mur, eh ben, ne bénéficieront plus des politiques publiques. Ça s'appelle la politique, en fait. Ça s'appelle faire des choix, et c'est ces choix-là que je portais. C'est pas si simple de faire la différence entre les deux catégories que vous venez d'opposer. Si. Par exemple, quels sont les critères objectifs ? En un mot, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Regardez, je parlais de l'égalité femmes-hommes. En Islande, vous savez, dans notre système, si vous vous sentez discriminé, vous devez prouver à l'entreprise que vous êtes discriminé parce que vous êtes une femme et que, à compétences, responsabilité égale, vous êtes moins payé. En Islande, c'est l'inverse. Si l'entreprise paye moins une femme qu'un homme, elle doit prouver que c'est justifié. Et bien ça, vous pouvez parfaitement conditionner l'accès au marché public, les exonérations de cotisations ou le crédit impôt recherche
à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on peut faire exactement la même chose sur le climat. Toutes les entreprises aujourd'hui, notamment les plus grandes, sont obligées de rendre des comptes sur le climat. Et bien celles qui polluent, n'ont pas accès à l'argent public, et celles qui, au contraire, sortent du carbone, nous protègent, accéderont à l'argent public. Ça s'appelle la politique. Merci beaucoup. Yannick Jadot d'être venu ce soir dans Punchline sur Europe 1. Bonne soirée à vous. Dans un instant, Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée à vous.